Bienvenue à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un outil assez puissant, mais peut-être pas si connu du grand public, qui est pourtant derrière plein de communautés en ligne qu'on fréquente. Oui, on parle de sites utilisés par des entreprises comme Shopify, OpenAI, Nvidia, Mozilla, même Doctolib où le CERN l'utilise. Exactement. Et cet outil, c'est Discourse. Voilà. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est vraiment. Discourse, donc, une plateforme de forum open source, moderne. C'est ça. Et pour faire ça, on a épluché pas mal de choses. La doc officielle, bien sûr, sur leur site, Meta, leur GitHub, leur blog. Hmm. Des guides pour les utilisateurs, les modos, des articles de présentation aussi, genre Wikipédia, et puis des analyses de fonctionnalités trouvées ici et là, en se basant sur les faits, sans rentrer dans les avis personnels d'utilisateurs. L'objectif, c'est d'aller un peu au fond des choses. C'est quoi la philosophie derrière Discourse? Quelles sont les fonctionnalités importantes? Comment ça marche? Pour le mettre en place hébergé ou on se débrouille? Comment ça se gère, comment on peut le personnaliser, et puis sa place aujourd'hui sur le web, quoi. Comparé à d'autres outils, le SEO, tout ça. Pour voir si c'est vraiment l'outil qu'il faut pour monter une communauté en ligne aujourd'hui. Commençons simple. C'est quoi Discourse à la base? Alors, à la base, c'est une plateforme open source pour organiser des discussions en ligne. On dit forum moderne, mais ça fait aussi un peu liste des diffusions. L'idée principale, c'est de structurer les discussions pour qu'elles durent, qu'elles deviennent une sorte de base de connaissances, pas juste un fil de messages qui disparaît. Et c'est pas tout neuf, hein. Ça date de 2013. Créé par Jeff Atwood, Oui, le cofondateur de Stack Overflow. avec Robin Ward et Sam Safran. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que, apparemment, d'après les sources, c'était pas juste un projet technique pour eux. Il y avait une vraie volonté d'améliorer la qualité des discussions sur Internet. Une ambition presque sociale. Tout à fait. Et ça se voit dans les choix de conception. La simplicité d'utilisation, le fait que ça marche sur tous les écrans, le responsive design, comme on dit, des fonctions pour encourager la qualité des messages, la sécurité, les performances, et le côté open source, bien sûr. Ils ont vraiment voulu donner un coup de jeune au vieux concept de forum. Oui, on sent bien cette modernité dans l'utilisation quotidienne. Le défilement infini, ça évite de cliquer sur page suivante tout le temps. Et les mises à jour en direct, sans avoir à recharger la page. L'aperçu des liens qu'on colle ou juste pouvoir glisser une image dans la fenêtre pour l'ajouter. C'est des petites choses, mais ça change tout par rapport au forum d'avant. Et sous le capot, techniquement, c'est du solide. Le back-end, la partie serveur, c'est du Ruby on Rails. Un framework assez connu, robuste. Et pour ce qu'on voit dans le navigateur, le front-end, Ça, c'est Ember.js, un framework JavaScript pour faire des interfaces web complexes. Et derrière, pour les données, c'est PostgreSQL, une base de données très fiable, et Redis pour le cache, pour que ça aille plus vite. et c'est en licence libre GPL v2. Donc n'importe qui peut regarder comment c'est fait, l'utiliser, le modifier. Exactement, et c'est pas un projet endormi, hein. Sur GitHub, ça bouge beaucoup. Des dizaines de milliers d'étoiles, des milliers de copies du projet, plus de 950 contributeurs. Ça montre que la communauté de développeurs est bien là. Bon, cette base technique et cette communauté active, ça explique sûrement pourquoi il y a autant de fonctionnalités. Justement, parlons-en de ces fonctionnalités. Qu'est-ce qui fait le cœur de Discourse? Alors, au cœur, il y a évidemment les discussions. Et là, ce qui frappe, c'est la richesse de l'éditeur de messages. On peut écrire en Markdown, c'est assez simple et populaire, mais aussi en BB-code ou même en HTML si on veut faire des trucs très précis. On intègre facilement des images, des vidéos, on peut faire des sondages, mettre des emojis. C'est fait pour qu'on puisse s'exprimer clairement, hein. Oui, et l'interaction aussi est fluide. Répondre, citer une partie d'un autre message pour être clair, mentionner quelqu'un avec hâte. Donner un like, les notifications en temps réel, c'est assez standard aujourd'hui, mais c'est bien fait. C'est ça. Mais un forum, ça peut vite devenir le chaos si c'est pas un minimum organisé. Comment Discourse gère ça? Bonne question. Il y a deux choses principales. D'abord, les catégories et sous-catégories. C'est l'admin qui les définit, un peu comme des grands dossiers thématiques. Ok. Et ensuite, les étiquettes, les tags. Ça permet d'affiner. Un sujet est dans une catégorie, mais il peut avoir plusieurs tags, comme des mots-clés. Ça aide beaucoup pour classer et surtout pour retrouver l'information plus tard. Il y a un truc dont on entend souvent parler avec Discourse, c'est le système des niveaux de confiance, les trust levels. C'est quoi exactement? Ça apporte quoi? Ah oui, les trust levels.
C'est assez central dans leur philosophie. Il y a 5 niveaux, de 0, le tout nouveau, à 4, qui est souvent un membre très très investi, parfois nommé à la main. Et on progresse comment? En postant beaucoup? Justement, non, pas seulement. C'est plus malin. Ça prend en compte l'activité, bien sûr, mais aussi la qualité supposée de cette activité. Le temps passé à lire, les likes qu'on reçoit, le fait de ne pas être signalé par les autres. C'est pas juste un compteur de messages, tu vois. D'accord, je vois. C'est basé sur la participation constructive en quelque sorte. Et ça débloque quoi, ces niveaux? Ben, ça débloque des permissions. Plus tu montes en confiance, plus la plateforme te donne de possibilités. C'est une forme de responsabilisation progressive. Ah, intéressant. C'est une façon de faire participer la communauté à la modération. Exactement. C'est un peu leur solution pour gérer les forums à grande échelle. Au lieu que tout repose sur une petite équipe de modérateurs, on donne petit à petit des outils de gardiennage à la communauté elle-même. Par exemple, un niveau 3 peut avoir le droit de renommer un sujet, de le changer de catégorie, de signaler plus efficacement le spam. Le niveau 4 peut même éditer des messages, c'est ça? Oui, des droits d'édition plus larges. C'est vraiment une modération distribuée, basée sur la confiance qui se construit avec le temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça pousse à faire des actions juste pour monter en niveau? On voit ça aussi avec la gamification, les badges qu'on gagne. C'est une bonne remarque. La gamification, avec les badges du genre premier like reçu, profil complété, etc., ça vise clairement à encourager l'exploration des fonctions et l'engagement. Le risque de faire des actions juste pour le badge existe, c'est sûr. Oui. Mais les niveaux de confiance essayent d'équilibrer ça en regardant des choses comme le temps de lecture ou le fait de ne pas avoir d'avertissement. L'idée, c'est quand même de récompenser un engagement positif sur la durée. D'accord. Et pour la modération plus classique, faite par l'équipe de modération, ils ont quoi comme outil? Ils ont pas mal de choses. Déplacer des messages, fusionner des sujets, envoyer des avertissements formels, rendre quelqu'un silencieux temporairement, le suspendre. Voire bloquer son niveau de confiance pour limiter ce qu'il peut faire. Oui, et bien sûr, il y a le système de signalement, le flagging. N'importe quel utilisateur peut signaler un message problématique. Ça arrive dans une file d'attente pour les modérateurs. C'est un peu comme un système immunitaire pour la communauté, non? Combiner les signalements, les filtres anti-spam et cette modération par les membres de confiance. Oui, c'est un peu ça l'idée derrière ce terme qui est parfois utilisé. Rendre la communauté plus résistante aux abus de manière collective. Et les modérateurs, ils communiquent comment entre eux? Ils ont des canaux privés? Oui, il y a des catégories privées juste pour le staff, admins et modos. Il y a même un salon, le Lange, pour les niveaux 3 et plus, pour des discussions un peu moins formelles entre habitués. Et un truc assez malin, ce sont les chuchotements, les whispers. Les chuchotements, oui. Ce sont des messages que le staff peut poster dans un sujet public, mais qui ne sont visibles que par le staff. Ça leur permet de se concerter sur un truc de modération sans interrompre ou polluer la conversation publique. Ah, pas mal ça. Discours, ça modernise le forum, mais ça ajoute aussi des choses nouvelles. Le chat intégré, par exemple, ça change pas mal la donne, non? C'est une évolution assez récente et notable, oui. Ça ajoute une couche de conversation en temps réel, plus informelle, à côté des discussions de fond du forum. Donc ça essaye de combiner un peu les deux mondes. C'est ça. Ça répond à un besoin d'immédiateté qu'on voit partout, mais sans abandonner le côté structuré et durable du forum, qui reste le cœur de discours. Et si on veut personnaliser l'apparence ou ajouter des fonctions, on peut. Oui, c'est un autre point fort. On peut changer l'apparence avec des thèmes et des composants de thèmes. Ça permet de jouer sur les couleurs, les polices, avec du CSS, mais aussi d'ajouter des petits bouts d'interface ou des fonctions spécifiques avec du JavaScript. Il y a de la doc pour ça? Oui, il y a une documentation pour les développeurs de thèmes, même si certaines sources disent qu'elle est parfois un tout petit peu en retard par rapport aux dernières évolutions, parce que ça bouge vite. Et au-delà de l'apparence, on peut ajouter de vraies fonctionnalités? Absolument, via les plugins. Il y en a plein, des officiels, des faits par la communauté. Ça va de trucs simples comme pouvoir marquer une réponse comme solution, Un peu comme sur Stack Overflow. exactement, à des choses plus complexes. Des outils d'analyse de données comme le Data Explorer, des systèmes pour gérer des abonnements payants, des intégrations avec l'IA. Et si tu ne trouves pas ce que tu veux, tu peux créer ton propre plugin. Tu as parlé d'IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans Discours? Ça peut servir à plusieurs choses. La détection de spam, c'est classique. Mais on voit aussi des plugins pour la traduction automatique de messages
ou même des sortes de bots, d'assistants qui peuvent répondre à des questions simples en se basant sur ce qui a déjà été dit sur le forum. Et l'API, on entend souvent parler d'API robustes. C'est important pourquoi? L'API, c'est l'interface de programmation. En gros, c'est une porte d'entrée pour que d'autres logiciels puissent parler avec Discourse. Une API solide comme celle de Discourse, c'est important parce que ça permet de faire des intégrations sur mesure. Par exemple. Connecter ton forum à ton outil de gestion client, CRM, à un outil interne de ton entreprise, ou même développer une application mobile spécifique qui utilise les données du forum. Ça ouvre beaucoup de possibilités. D'accord. Et pour finir sur les fonctionnalités, on peut noter aussi qu'ils font attention à l'accessibilité. Oui, ils essaient de suivre les recommandations WCAJ. Il y a aussi un plugin pour se connecter aux faits divers via ActivityPub pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, le tableau de bord pour les admins avec plein de statistiques sur l'activité. C'est vraiment très complet comme plateforme. Mais bon, si on veut se lancer, concrètement, on fait comment? C'est quoi les options pour l'installer? Alors, il y a principalement 2 voies. La première, c'est l'hébergement officiel, payant. C'est l'équipe Discourse elle-même qui gère tout pour toi sur discourse.org. La solution clé en main, quoi. C'est ça, tranquille. Il s'occupe des serveurs, des mises à jour, de la sécurité, des sauvegardes. D'après ce qu'on a vu, ça démarre autour de 20-50 $ par mois. Et en plus, ça finance le développement du logiciel open source. Et la deuxième option, c'est? De le faire soi-même. Exactement. L'auto-hébergement. Comme le logiciel est gratuit et open source, tu peux l'installer sur tes propres serveurs. Un serveur chez soi. Ou plutôt dans le cloud. Oui, ça peut être un serveur physique, mais le plus souvent, c'est une machine virtuelle louée chez un hébergeur. Des gens comme Contabo ou Infomaniac, par exemple. Mais là, attention, faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut des compétences techniques. Ah oui, faut savoir gérer un serveur Linux, une base de données, configurer l'envoi des emails, ce qui est parfois un casse-tête. Et surtout, il faut assurer toi-même les mises à jour régulières et les sauvegardes. C'est une responsabilité. Est-ce que c'est très compliqué à installer, Mekera? On lit souvent que la méthode recommandée avec Docker simplifie beaucoup les choses. C'est vrai. L'installation officielle, celle qui est supportée, passe par Docker. Docker, ça emballe l'application et tout ce dont elle a besoin, ça évite pas mal de soucis de compatibilité et ça rend l'installation plus simple. Les guides officiels sont bien faits, non? Oui, les guides sur GitHub et le site Meta sont très détaillés. Une fois que ton serveur est prêt, le script d'installation Docker peut faire le boulot en une petite demi-heure. Mais bon, ça demande quand même de comprendre un minimum ce qui se passe, surtout pour la maintenance après. Il y a d'autres options d'hébergement? Oui, il y a des hébergeurs spécialisés qui proposent du Discourse clé en main, autre que l'offre officielle. Et tu peux même payer l'équipe Discourse pour qu'ils t'aident à installer la version auto-hébergée sur ton serveur. D'accord. Donc l'auto-hébergement, c'est faisable, surtout avec Docker, mais il faut aussi investir un peu. Et une fois que c'est installé, la configuration, le panneau d'admin, c'est une usine à gaz, comme on entend parfois? Usine à gaz, c'est peut-être un peu fort. Disons qu'il est extrêmement complet. Certaines sources disent hyper poussé. Tu peux régler quasiment tout. L'apparence, les utilisateurs, les permissions dans les moindres détails, les emails, les intégrations. Voilà. Pour quelqu'un qui veut juste un petit forum simple, ça peut faire un peu peur au début. Mais c'est cette richesse qui permet à Discourse de s'adapter à des communautés très grosses avec des besoins très spécifiques. Heureusement, il y a de l'aide si on est perdu. Ah oui, et c'est un gros point fort. La documentation officielle est vraiment très très riche. Des guides, des tutos, des références. Et la communauté? Très active. Surtout sur meta.discourse.org, qui est d'ailleurs un forum Discourse lui-même. C'est là que tu poses tes questions, que tu trouves des solutions, que tu discutes des évolutions. Il y a même des communautés qui font leur propre guide pour leurs membres. Le seul petit bémol, c'est que ça évolue tellement vite que la doc est parfois un tout petit peu en retard sur les trucs les plus pointus. C'est ça. Ça arrive souvent avec les projets open source très dynamiques. Faut parfois aller chercher l'info directement sur le forum Meta. Compris. Bon, changeons un peu d'échelle. Comment Discourse s'en sert dans l'écosystème web global? On a cité de grands noms qui l'utilisent, ça lui donne une certaine crédibilité. Oui, l'adoption est vraiment large. Des boîtes de tech comme Shopify, OpenAI, Nvidia, Cloudflare, Figma, des gros projets open source, Mozilla, GNOME, KDE, Rust, OpenStreetMap. Même des institutions comme Etalab en France ou le CERN. Exactement. Ça montre bien que ça répond à des besoins variés. Support client, collaboration sur des projets, communauté de passionnés. Une question qui revient souvent, c'est la visibilité sur Google, le SEO. Comment Discourse se place là-dessus, surtout si on le compare à des plateformes fermées comme Discord? C'est souvent présenté comme un gros avantage de Discourse.
Un forum discourse public, par défaut, est fait pour être lu et indexé par les moteurs de recherche. Donc les discussions peuvent apparaître dans les résultats Google. Oui, les questions, les réponses, ça peut attirer du monde sur le forum, des gens qui cherchaient une solution à leurs problèmes. C'est une différence majeure avec Discord, où tout reste privé et n'aide pas du tout au référencement naturel. Et techniquement, Discourse aide à ça. Oui, il fait pas mal de choses automatiquement. Il crée des balises méta, titres, descriptions, pour chaque sujet. Il génère des sitemaps pour que Google découvre tout le contenu. Et il fournit une version HTML simplifiée des pages juste pour les robots. Il y a ce débat technique en SEO. Forum sur un sous-domaine, forum.monsite.com, ou dans un sous-dossier, monsite.com forum. Discourse recommande quoi? Alors, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, Discourse recommande plutôt le sous-domaine. Ah oui. Pourquoi? Principalement pour des raisons de simplicité et de stabilité technique. Mettre Discourse dans un sous-dossier, c'est plus complexe à configurer et à maintenir, ça peut créer des problèmes. Même si pour le SEO pur, Google dit traiter les deux à peu près pareil, la facilité de gestion fait pencher Discourse vers le sous-domaine. C'est bon à savoir. Et si on migre un vieux forum vers Discourse, on perd tout son historique de liens et son référencement? Non, ils ont prévu le coup. Pendant la migration, tu peux mettre en place des redirections. Les anciennes adresses pointent vers les nouvelles adresses dans Discourse. Ça permet de ne pas perdre les visiteurs qui arrivent par les anciens liens et ça dit à Google où est passé le contenu. Ça a conservé une partie du SEO. Parfait. Alors, venons-en à la comparaison qu'on voit partout, Discourse contre Discord. Au-delà de forum contre chat, c'est quoi les vraies différences? La différence clé, c'est le type de communication et la persistance de l'info. Discourse, c'est optimisé pour l'asynchrone. C'est-à-dire? De discussions plus longues, plus posées, structurées. Le contenu est fait pour rester, pour être retrouvé des mois, des années après. C'est une base de connaissances qui se construit. Discord, c'est le roi du synchrone, du temps réel. Le chat rapide, informel. Voilà. Idéal pour l'instantané, mais l'info est très volatile, dure à retrouver et pas du tout indexée par Google. Et l'interface de Discord, elle est riche, mais elle peut être un peu complexe pour les débutants. Mais tu as dit que Discourse avait maintenant une fonction chat. Ça ne brouille pas un peu les pistes? Ils ne finissent pas par se ressembler? Ça rapproche un peu les deux, c'est vrai, mais la philosophie de départ reste différente. Le choix dépend vraiment de ce que tu veux faire avec ta communauté. Si on veut du live, de l'instantané, c'est plutôt Discord. Si on veut construire une ressource durable, référençable, c'est plutôt Discourse. C'est à peu près ça. Il y a aussi une question de perception, parfois. Discourse est souvent vu comme plus sérieux, pro, bon pour le support technique ou les discussions de fond. Discord est plus associé au jeu, au côté fun, informel. On dit aussi que Discourse a moins de mécanismes faits pour rendre accro, comparé aux réseaux sociaux. D'accord. Et pour finir sur l'écosystème, les connexions avec d'autres outils. On peut intégrer Discourse facilement? Oui, il y a pas mal d'intégrations natives. Tu peux le lier à Slack, à WordPress. Il y a même un plugin pour utiliser Discourse comme système de commentaires sur WordPress, à Google Analytics. Et très important, le SSO, l'authentification unique. Pour que les gens se connectent avec leur compte Google, Facebook, GitHub? Ou même avec le système d'authentification de leur entreprise. Ça facilite beaucoup l'inscription et la connexion. Et si l'outil qu'on veut connecter n'est pas dans la liste? C'est là que l'API robuste dont on parlait est utile. Elle permet aux développeurs de faire des ponts sur mesure. Et pour ceux qui ne codent pas, il y a le support de plateformes comme Zapier. Ah oui, Zapier pour connecter des applis entre elles sans code. Exactement. Ça permet de lier Discourse à des centaines d'autres services web, CRM, marketing, etc. Assez simplement. Ça donne beaucoup de flexibilité. Excellent. Bon, je pense qu'on a une vision bien plus nette maintenant. Pour résumer, Discourse, c'est vraiment une solution de forum open source, moderne, très riche en fonctionnalités, surtout celles qui poussent à la qualité des discussions et à la gestion par la communauté, comme les niveaux de confiance. Oui. Et flexible aussi, avec les options d'hébergement, la personnalisation poussée, et puis bien soutenu par sa documentation et sa communauté très active. Le fait que de si grands noms l'utilisent, ça montre que ça tient la route pour des discussions structurées et qui durent, même à grande échelle. Tout à fait. La question pour quelqu'un qui voudrait lancer une communauté, c'est de voir si tout ça correspond à ses besoins. Quel type d'échange on veut favoriser? Est-ce que la durée et la visibilité du contenu sont importantes? Quel niveau de personnalisation est nécessaire? Et quelles ressources techniques on a si on pense à l'auto-hébergement? C'est ça les bonnes questions à se poser. Et pour finir, une petite réflexion. Discourse est né avec cette idée un peu idéaliste d'améliorer la discussion en ligne. Aujourd'hui, avec la communication hyper rapide, fragmentée, parfois un peu superficielle qu'on a partout,
quelle place il reste pour un forum, même bien modernisé, pour vraiment construire quelque chose ensemble, partager un savoir en profondeur, créer un lien durable. Ou alors, dans l'autre sens, avec le chat qui s'ajoute, l'IA qui arrive, est-ce que Discourse n'est pas justement en train d'essayer de dépasser cette vieille opposition forum-chat pour devenir une sorte de plateforme communautaire totale, capable de s'adapter à plein d'usages différents? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration de Discourse.